Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatic News pour notre rendez-vous hebdomadaire, l'invité de la semaine, qui reçoit les responsables des entreprises IT présentes en France. Et aujourd'hui, nous avons un invité de la semaine un peu particulier, puisque nous avons trois invités. Thomas Balladur d'Interstice, Alain Garnier de Jamespot et Lionel Roux de Wimi. Alors pourquoi nous avons réuni ces trois dirigeants d'entreprise, alors qui sont à la fois PDG, alors on dit CEO maintenant, mais enfin ce sont des PDG, et fondateurs de leur entreprise, parce qu'ils ont bénéficié du soutien de l'initiative France 2030. Alors, ce que je vous propose déjà, messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation, et si vous le voulez bien, de présenter un peu ce que vous faites, et surtout les solutions, à quels besoins répondent-elles aujourd'hui dans les entreprises. Alors, Lionel de la société Wimi, qu'est-ce que vous proposez? Alors d'ailleurs, entre parenthèses, le mot collaboratif pour vous trois est un mot essentiel, on reviendra dessus après. Oui, absolument, c'est clé. Donc merci de nous avoir invités. Wimi, c'est une suite collaborative souveraine et sécurisée. Alors, c'est une suite, ce qui est un petit peu différent d'une digital workplace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a assemblé dans une seule et même plateforme tous les outils qu'on considère comme les plus essentiels dans la productivité et plus particulièrement dans la productivité lorsqu'on travaille en équipe. Sécuriser, c'est quelque chose qui est particulièrement important pour nous et qu'on matérialise en se mettant en conformité avec ce qu'on considère comme étant l'état de l'art de la cybersécurité, et c'est précisément le SecNumCloud. Donc, dès cet été, on est très fiers de pouvoir le dire, c'est qu'on devrait vraisemblablement devenir la première suite collaborative parfaitement conforme avec la doctrine cloud de l'État et obtenir le label cloud de confiance, qui est beaucoup attendu par un très grand nombre d'organisations que de toute taille, de tout secteur, qui souhaitent trouver une alternative aux grands faiseurs américains. Pour s'en rapprocher encore plus, dès cet été, on va aussi proposer un service de mail souverain qui va finir de nous rapprocher du périmètre que proposent les suites américaines. Et alors, donc SecNumCloud, vous êtes le premier. Est-ce que vos deux collègues ont engagé cette labellisation pour un futur proche? Alors, nous, il y a deux niveaux. Nous, on est déjà, par exemple, sur un hébergement SecNumCloud, oui. Chez notre partenaire 3DS Outscale. Oui. Et donc, on est dans la démarche ISO 27001, qui est aussi un point d'étape, on va dire, par rapport à ça. Et puis, on est également engagé sur la labellisation SecNumCloud. Et d'ailleurs, l'État a également aidé les entreprises, justement, sur ce chemin. BPI finance en partie ce mouvement-là. Ça coûte quand même assez cher. Parce que ça coûte très cher, parce que c'est compliqué, c'est long. Et aujourd'hui, en tout cas, le fait d'être déjà effectivement hébergement SecNumCloud, c'est aujourd'hui aussi l'état de l'art du marché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez d'offres aujourd'hui labellisées pour faire un marché SecNumCloud. Donc déjà, l'hébergement SecNumCloud, vu en tout cas des donneurs d'ordre publics, est un élément déjà assez essentiel. Et le label, ce sera pour quand ? Alors, je me garderai bien, vu justement les délais, de donner des délais. Enfin, 2024, on parle plutôt en année qu'en mois, oui. Dans ces cas-là. Oui, c'est voilà. ça. Ouais. D'accord. Et nous, on est dans la même démarche. Nous, ça fait 2 ans qu'on prépare l'ensemble de l'entreprise à cette labellisation. Et là, on est rentré dans le parcours de labellisation qu'a mentionné Alain. Et nous, notre objectif, il est assez clair. C'est dès mi-2024 d'obtenir pour le périmètre de l'application Interstice, le service SaaS Interstice, la labellisation SecNumCloud, en grillant un peu les étapes, parce qu'il y a des parcours qui peuvent être plus ou moins longs, mais nous, on est assez confiants sur le fait qu'on aura qu'on pourra aller assez vite. Et après, se pose la question, mais je pense que ça viendra derrière, de la labellisation au niveau SecNumCloud, de l'ensemble du périmètre des suites qu'on propose. Et là, c'est pareil, donc ça ne dépendra pas que de nous, mais ce qui est important, c'est que nos partenaires, je pense que c'est pareil chez vous, sont aussi en chemin pour permettre de labelliser l'offre élargie dont on va parler. Alors donc on a nommé 3D Outscale pour l'hébergement, mais vous avez dit multi-cloud, donc vous allez peut-être nous dire s'il y en a d'autres, et vous également, où est-ce que vous avez hébergé vos suites? Quels sont les opérateurs de service cloud qui bénéficient, qui sont capables de délivrer cette solution? Alors peut-être. Oui, alors nous on a fait un choix assez atypique, puisqu'on a décidé pour des raisons de sécurité et aussi d'optimisation globale sur toute la chaîne de valeur de l'expérience utilisateur, on a choisi d'avoir nos propres machines. Donc on est
nous également opérateurs. Ça nous donne aussi un avantage économique, ça nous donne de la flexibilité pour innover. Et là, actuellement, la plateforme qui va faire l'objet de la qualification a une capacité d'environ 4,5 millions d'utilisateurs. Donc ça donne un peu de... Ça donne un peu de marge. Mais on n'exclut pas du tout d'aller déposer une version de Wimish chez OVH ou chez Outscale. Mais donc, pas d'opérateurs du service cloud étrangers? Ah non, absolument pas. D'accord. Absolument. Ah, c'est intéressant ta question. Tu vois, moi, on peut parler de la souveraineté. Moi, je suis absolument pas un souverainiste. La question, elle n'est pas d'être franco-franchouillard, en tout cas dans la vision Genspot. Demain, aujourd'hui, on n'est pas déployé, par exemple, sur le marché américain. Si demain on était à se déployer sur le marché américain, moi, je n'aurais pas de problème ni de souci à être sur AWS ou Azure de manière tout à fait logique. Encore une fois, la question, elle est plutôt de rapprocher justement les données et les opérateurs de là où est-ce qu'on opère. Nous, on a des discussions sur des déploiements sur des clouds, par exemple, européens, pour le marché allemand, par exemple. D'accord. Donc, moi, encore une fois, la question, elle n'est vraiment pas seulement de se poser la question, on est souverain et tout se fait en France pour le reste du monde. Et l'approche un peu gauloise. En tout cas, nous, à Genspot, c'est pas du tout la vision. À l'inverse, aujourd'hui, c'est l'inverse qu'on vit. Pas oublier que 80% aujourd'hui des déploiements cloud en France sont américains. Donc, c'est là où il y a un problème. Enfin, on dit 71%, mais bon... Le chiffre oscille entre 71% qui était sorti par Numéum, 76% sorti par Eiffel, 80% sorti par le CSF, le comité stratégique. Voilà. Donc j'ai pris le plus important en l'occurrence parce que je pense qu'en vrai, ils ont la part de marché et à 80%, ça parle aux gens. Mais alors, pour l'instant, il n'y a que 3D Outscale qui est sur lequel vos solutions sont hébergées ou Non, nous on est sur OVH, Scaleway et sauf que là on a parlé de Sectum Cloud. D'accord. Celui sur lequel on est Sectum Cloud, 100%, c'est 3DS à Outscale. Très bien. Nous, on est uniquement sur 3DS à Outscale. Nous, c'est le partenaire qu'on a choisi parce qu'il faut aussi... dans notre réflexion, c'est concentrer les énergies et créer un partenariat qui soit vraiment durable. Et du coup, ils font aussi partie du consortium dont on parlera tout à l'heure. On l'a choisi parce que ça nous permet de s'aligner sur les standards les plus hauts aussi en termes d'hébergement et de construire avec eux du coup la labellisation globale du service et de pas se disperser sur du multicloud. Je pense que l'argument il est bon d'Alain, mais nous on n'avait pas aujourd'hui la surface nécessaire pour gérer le multicloud. Et après je pense aussi qu'il faut mesurer l'effort que c'est pour des éditeurs français de ne pas aller chez AWS ou chez Azure en termes de couches de service. On n'est pas du tout au même niveau que ce qu'ils peuvent fournir. Et donc, du coup, en termes d'investissement nécessaire pour arriver à avoir une expérience utilisateur qui soit satisfaisante, à avoir un environnement de développement qui soit rapide, nous, on est obligé de faire vraiment preuve de créativité, de preuve d'ingéniosité, et c'est pas neutre ces choix. Et il faut quand même que les personnes qui nous écoutent mesurent que c'est vraiment des engagements forts, a fortiori pour Lionel qui lui va directement opérer les couches les plus basses, mais c'est un engagement vraiment fort qu'on prend, quoi, parce que ça a des impacts business élevé, quoi. Alors, je disais au début que vous êtes là parce que vous bénéficiez du soutien de France 2030, mais vous êtes là en tant que société en propre, mais vous êtes aussi leader de consortium. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer finalement en quoi ça consiste d'être leader d'un consortium et pourquoi faire ? Nous, on est chef de file, hein, c'est ça le terme, le chef de file. Nous, en fait, le but du jeu, c'était de présenter un consortium qui soit cohérent, qui nous permette d'ajouter à la suite existante des fonctionnalités qui n'existent pas encore. D'accord. Si possible aussi, donner du sens aux briques qu'on intègre qui, seules, ont moins de sens. Donc là, dans l'intégration dans une suite collaborative, ça donne beaucoup plus de sens. Je parle notamment par exemple, le tatouage numérique. En soi, c'est quelque chose d'extraordinaire puisque ça permet de tracer les fuites de données, qui est un gros problème actuellement. La signature électronique a du sens aussi de l'intégrer. Le chiffrement de bout en bout, c'est également une brique qu'on va intégrer qui est apportée par un partenaire qui s'appelle SILD. Donc, tout ce consortium, on a 5 partenaires. Ça va nous permettre d'arriver à un niveau de maturité et un niveau de richesse fonctionnelle qui va nous rapprocher encore plus des standards de marché, voire aller au-delà. D'accord.
Déjà, peut-être rappeler un peu le contexte. Pourquoi est-ce qu'il y a eu cet appel à projet qui a été posé par le gouvernement, porté par la DGE et BPI? C'est clairement parce qu'aujourd'hui, il y a une situation de monopole sur les suites bureautiques, portée principalement par un opérateur qui s'appelle Microsoft. Même Google n'arrive pas à avoir autant de parts de marché. D'ailleurs, il est en train d'attaquer Microsoft en Europe pour concurrence déloyale. Et donc, il y a un problème de marché, de régulation de marché et tous les problèmes d'autonomie stratégique qu'il y a derrière. À partir de là, l'État a pris ses responsabilités. Il a dit, du coup, je vais engager justement par France 2030 se projeter dans une politique industrielle. Et il a fait appel aux industriels qui sont sur cette trajectoire. Il y en a 3 ici qui sont exactement sur cette trajectoire parce que avant cet appel à projet, par exemple, si je reviens sur Genspot, on avait nous déjà des accords commerciaux pour distribuer les parties que nous n'avons pas. Par exemple, face à un Microsoft, on voit bien il y a la partie cybersécurité, il y a la partie effectivement mail qu'on n'avait pas. Très clairement. Et ça, la question c'est comment est-ce qu'on le fait? Typiquement, on avait des accords commerciaux avec Walix sur la partie cybersécurité ou avec Alinto sur la partie mail. Mais là, le projet de financement de R&D permet en plus d'aller beaucoup plus vite sur la roadmap de l'intégration. C'est-à-dire que ce que l'intégration aurait mis avec nos moyens qui sont les nôtres, parce qu'en plus moi je suis une entreprise bootstrap, c'est-à-dire que j'ai pas des fonds, j'ai pas des levées de fonds, donc tout simplement on gagne de l'argent parce qu'on a des nouveaux clients. Et donc ça prend du temps. Genspot est une boîte qui a plus de 10 ans de mise sur marché. Et alors pour rebondir là-dessus, est-ce que ces consortiums préexistaient à l'appel d'offres, ou en tout cas il y avait déjà comme vous disiez, des accords entre les différentes parties de ce consortium, ou est-ce que finalement l'initiative de France 2030 a consolidé Alors, je finis juste sur nous rapidement. C'est un peu les deux. On avait déjà des accords avant avec Walix et Alinto, par exemple, pour aller sur le marché pour cette suite complète, parce que, par exemple, il nous fallait la cyber et le mail. Mais le fait d'avoir ce projet nous a permis aussi d'accélérer, y compris sur des éléments d'ailleurs qui nous sont communs, comme avec XWiki, par exemple, avec lequel on avait une volonté de faire des choses autour du composant OnlyOffice, enfin, le fameux éditeur qui est un peu un élément cœur de tout ça, et sur lequel il nous fallait aussi des moyens pour le faire, et sur lequel la demande marché n'était pas très solvable. Et après, ça pousse jusqu'à, par exemple, des trucs plus offensifs, où nous, on a pu intégrer, par exemple, le laboratoire de l'ENS et DataKin sur les questions, par exemple, d'API sur l'IA et l'intelligence artificielle. Là aussi, qu'on n'aurait pas mis en tout de suite, parce qu'on n'aurait pas eu les moyens, encore une fois, de le faire. Donc, nous, ça a été... C'était dans la stratégie, ça a consolidé et accéléré. Tu vois, vraiment, au sens le plus... C'est des projets très alignés avec notre stratégie. Ce qui en fait, d'ailleurs, du coup, le fait qu'on peut, d'ailleurs, déjà aujourd'hui, donner des résultats. On peut déjà, nous, aller voir des clients. Enfin, voilà, c'est pas un truc, on dit, dans le turfu, on verra dans 4 ans ce qui va se passer. On est vraiment aujourd'hui parce que c'était déjà enclenché. Alors, moi, je pense que cet appel à projet... en fait, il aligne des planètes qui étaient en train, comme dit Alain, de s'aligner. Nous, c'est pareil, sur le consortium, on est 7. Il y en a 4 avec qui on travaille déjà. Voilà. Qu'on soit partenaire, client, qu'on ait des offres communes. Maintenant, ça permet quand même de mettre en place une organisation, un pilotage, une gouvernance vers un seul objectif qui est la sortie d'un produit. Et ça faisait partie quand même des must-have de ce qui était demandé dans l'appel à projet. C'était à la fois de sortir un SaaS et d'unifier la commercialisation. Et donc, ça permet de regrouper derrière le chef de file des forces et que chaque contributeur puisse pousser un peu plus fort et qu'il ne part pas au gré des différents deals, un coup à gauche, un coup à droite, ce qui est naturel quand on n'a pas, comme dit Alain, les moyens des Américains avec la possibilité de faire le rouleau compresseur sur 2-3 ans sans se soucier de gagner de l'argent. D'accord, mais alors donc, effectivement, on comprend bien l'objectif de ces consortiums, c'est de constituer, je dirais, des solutions qui soient concurrentes, qui peut-être vont au-delà de ce que propose la concurrence, mais finalement, ça veut dire que vous trois, vous êtes un peu concurrents, ou est-ce que vous avez vous avez des marchés spécifiques ou des dimensions spécifiques qui vous portent plutôt dans des secteurs ou des domaines applicatifs particuliers? On a chacun nos colorations. Oui. C'est-à-dire, nous, on vient du monde plutôt de la gestion de projet, qu'on a fait petit à petit évoluer vers un périmètre plus large. On a ajouté aussi des cas d'usage qui permettent de faire de la communication interne via un réseau social d'entreprise. Je pense que chacun vient d'origines un petit peu différentes. Donc, on peut dire peut-être que nous, on a mis un peu plus l'accent sur la sécurité, ou en tout cas, peut-être un peu plus tôt.
Donc, on a vocation peut-être à adresser des organisations qui ont des besoins de protection de données sensibles. Mais c'est vrai que petit à petit, les solutions se rapprochent, effectivement. Mais cela dit, il y a une concurrence qui est relativement saine. Je pense qu'on se tire tous vers le haut. C'est bien qu'il y ait une concurrence, en tout cas française. Même si aujourd'hui, c'est vrai que le standard américain, c'est celui qui nous pousse vraiment vers le haut. Donc, oui, clairement, on est compétiteur. Vous êtes d'accord avec ce point de vue? Vous êtes concurrent avec des colorations et peut-être des points forts chacun pour... Tout à fait, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit Lionel. Je rajouterais juste un élément qui est, il y a en plus une volonté et de l'État et je pense du secteur de travailler aussi les questions d'interopérabilité. Parce que ça, c'est aussi pour se rapprocher de ce qu'attend l'utilisateur, le client final, qui veut pouvoir mieux passer un utilisateur d'une solution à l'autre. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup... On parle du fait qu'on est en train de relier justement les personnes. Hein, je disais tout à l'heure sur le nom de ton entreprise. Typiquement, relier aussi quand ils sont dans deux systèmes différents. Et ça, c'est une injonction qui va être pour nous, mais aussi, par exemple, pour Microsoft. Et par exemple, dans les lois numériques qui sont en train d'arriver, cette question d'interopérabilité est en train de monter en puissance. Donc oui, on est vraiment compétiteur avec le fait justement d'avoir une logique de marché qui permet aussi de donner le meilleur. Parce qu'effectivement, on travaille dur tous là pour améliorer nos produits, pour qu'ils soient encore plus faciles de prise en main, plus rapidement déployables, mais avec des approches différentes. Et cette diversité, c'est aussi ce qu'on recherche. Enfin moi, j'en reviens toujours à ma question centrale. Le problème que pose un monopole, c'est qu'il tue la diversité, il tue la question de l'innovation, il pose des questions de prédation économique. Le fait qu'à un moment donné, on ait plusieurs consortiums, donc on dit, paraît-il, des consortia. Si on a fait un peu de latin, c'est voilà, ce qu'on dit. Dit, voilà. Enfin, voilà, donc moi je resterai sur consortium. Oui, voilà, avec un S. Avec un S, voilà. C'est justement, je trouve, une saine compétition. Je pense qu'il n'y a rien de pire quand justement l'État pilote ça de manière unilatérale, en choisissant un truc. En général, ça finit toujours mal. En général, il le confie à des grosses boîtes. Un autre point qu'il faut dire aussi quand même, là on a 3 PME. On a 3 PME. C'est aussi nouveau pour l'État, et donc on a une responsabilité là-dessus aussi de répondre à ça. Mais je pense qu'on a effectivement maintenant la taille critique, l'expérience pour réussir ce challenge. Et ça aussi, c'est nouveau dans le paysage, justement, on va dire, des éditeurs logiciels et de notre capacité industrielle à répondre. Alors, dans ce soutien de l'État, il y a une enveloppe financière de 23 millions d'euros, si ce que je crois, ce que j'ai lu. Finalement, à quoi va servir cet argent? Vous l'avez déjà un petit peu expliqué, et aider à l'intégration dans le cadre de vos consortia ou de vos consortiums. Mais bon, à quoi ça va servir? Comment cet argent arrive? Est-ce qu'il va être distillé dans le temps? Est-ce que 23 millions d'euros, ça répond aux enjeux qui sont posés par les objectifs que vous poursuivez? Et est-ce que vous pouvez aussi définir vos objectifs? Ce qui va être, comment l'argent va être utilisé est clairement défini. Ça fait à peu près 1 an qu'on est obligé, qu'on explique à la BPI ce qu'on va faire avec cet argent. Mais c'est pas un chèque en blanc. C'est pas un prêt. Il y a une partie de subvention, il y a une partie d'avance remboursable. D'accord. Mais dans tous les cas, cet argent n'est débloqué que sur l'obtention de résultats. D'accord. Donc c'est pas a priori, c'est a posteriori. Il y a une petite avance au début, oui. Mais tout le reste est déclenché par l'atteinte de ce qu'on appelle les étapes clés. Chez WIMI, on a proposé 10 lots. Il y a un lot sur le mail, il y a un lot sur la signature, sur le tatouage numérique, sur l'IA. Enfin, il y a un certain nombre de lots qui vont déclencher du financement qui n'est qu'une part de ce qu'on va réellement dépenser. Je m'en doute, oui. Donc, on doit quand même, nous, croire dans ce qu'on fait. Et une des raisons qui ont fait sans doute qu'on est lauréat, c'est qu'en gros, on a dû justifier pour chacun des lots qu'en face, il y a une demande. C'est pas, là, on n'est pas dans des choses tout à fait... farfelu, on est clairement sur des besoins une approche industrielle, du marché. C'est une approche absolument industrielle. C'est du saupoudrage, 23 millions d'euros, ou c'est finalement significatif pour vous aider à faire ce que vous voulez faire? Je pense que c'est un effet de levier. Hein. C'est un effet de levier. Par exemple, nous, on l'a annoncé hier, on a fait une levée de fonds.
Mais et avec un levier, on peut lever le monde, c'est ça, hein. Voilà. Et moi, ce que je pense, c'est que on peut prendre 23 millions, mais derrière, on le double au moins, voire on triple la somme, parce que ce qui est demandé, comme le rappelait Lionel, c'est que nous aussi, en tant qu'entreprise, on investisse dans ce projet-là. C'est-à-dire que l'État ne donne pas sans regarder ce qu'on a fait. Donc déjà, je pense qu'on peut atteindre facilement les 60, 70, voire 80 millions. Et puis après, nous, par exemple, dans le cas d'Interstice, ça nous a permis d'aller chercher de l'argent privé pour aussi accélérer le développement. Et après, bon, mettons que ça mobilise 100 millions. Moi, il y a quand même, j'ai une conviction par rapport à nos modèles de développement entre les Américains et les Européens, en tout cas les Français, c'est que on pourra jamais, dans la course aux millions, on a perdu. Ça, pour le coup, je pense qu'on est d'accord qu'on n'aura jamais autant d'argent qu'eux. En revanche, quand on regarde un petit peu aux États-Unis, il y a énormément de gaspillage. L'argent, il n'est pas très bien utilisé. Et nous, voilà, on est des PME, un sou est un sou. Nous, on a un Aveyronnais dans l'équipe, voilà, il nous rappelle ça tous les jours. Et donc, on a une certaine... Qu'est-ce que vous avez contre les Aveyronnais ? Absolument rien, au contraire, je les adore. Non, mais ils savent compter. Ils savent compter, et du coup, je pense que chaque euro qu'on dépense vaut peut-être 2 ou 3 dollars. Donc voilà, après, si on fait ces multiples-là, non mais... Je comprends l'argument, mais quand on a 100, même si on gaspille un peu, c'est mieux que d'avoir un qu'on dépense bien. Je ne sais pas si c'est un rapport de 1 à 100, mais... Non, mais on n'est pas dans les rapports de 1 à 100 non plus. Justement, je pense qu'il y a beaucoup de fumée autour de ça. Quand tu vois, par exemple, ce qui se passe sur les GAFAM, où tous les gens qui sont virés, là, et on demandait c'est quoi ton job, c'est du bullshit job, ils faisaient rien, sauf qu'on chopait les talents. Tu te dis qu'effectivement, là, il y a un gaspillage qui est même au-delà de ce qu'on peut imaginer. Au-delà de ce qu'on peut imaginer. Et si on prend, tu vois, à notre taille, je l'ai rappelé tout à l'heure, on a fait 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Que ce soit avec le projet CollabNext, c'est le nom de notre projet CollabNext, parce qu'on a aussi un autre projet qu'on avait gagné par ailleurs, ça nous amène avec un financement de l'ordre de un peu plus de 4 millions sur 4 ans. Ça, dans le Landerneau actuel, ça serait l'équivalent d'une levée de fonds, série A, tu vois, d'une boîte comme nous. Bah, c'est un vrai boost. C'est un vrai boost. Et puis on part pas de zéro. Et on part pas de zéro, c'est-à-dire qu'on part avec justement ces fameux 4 millions d'euros de chiffre d'affaires nous qui arrivent en récurrent tous les ans. Donc je pense qu'il faut aussi voir en tête que quand on regarde à l'intérieur, par exemple, des GAFAM, on voit évidemment les grands milliards. Quand tu regardes les équipes qui ont construit effectivement les produits dont on parle, c'est souvent des petites équipes. Le fameux Teams, c'est pas une équipe de 10 000 personnes, c'est une petite équipe. Donc en fait, c'est à notre portée. Par contre, ce qui n'est pas à notre portée aujourd'hui, c'est l'action du marketing et justement de faire connaître. Et là, oui, là, il y a un vrai sujet, et là, il y a un vrai gap. Et d'ailleurs, l'argent est souvent dépensé là. Pour que quand les gens, ce qui s'est passé avec le Covid, ont tous paniqué, « Oh, une visio !» Ils ont pensé à qui ? Ils ont pensé aux 2 opérateurs qui avaient matraqué, qui étaient Microsoft et Zoom. Voilà, ça c'est là où effectivement il y a encore un autre cliquet à voir. Mais j'ai envie de dire aussi, chaque jour, justement, on progresse. C'est-à-dire qu'il faut avoir en tête qu'il faut d'abord avoir un outil industriel solide et d'arriver à... Donc là, on est dans la gamme des millions d'euros. 1, 2, 5, même pas 10 aujourd'hui, de passer de la gamme des 10 à 50 millions d'euros, les fameux centaures. Et c'est ça qu'on est en train de faire. On est en train de transformer nos boîtes aujourd'hui de quelques millions d'euros à quelques dizaines de millions d'euros. Et ça, c'est totalement possible. Alors après, de se dire, est-ce qu'on sera forcément celui qui fera le coup d'après pour faire des milliards d'euros ? Je sais pas. Mais on n'en est pas là. On n'en est pas là. Et justement, il y a un argument, tu vois, c'est comme si à chaque fois on disait, non, mais il réussira pas ses concours, tu comprends, là, regarde, il n'arrive pas à mettre ses lacets. Bah oui, il a 3 ans, il en est là. Et donc nous, on en est où ? Là, on vient de passer Par contre, contre vents et marées, contre tous les gens qui pensent que c'était pas possible, on est passé aujourd'hui déjà au fait qu'on ait des boîtes aujourd'hui qui soient rentables en France et qui dépassent justement plusieurs millions d'euros. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, par exemple, tous les fonds américains, ils viennent taper à la porte des boîtes françaises ou européennes. Il y a énormément de rachats des fonds américains. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est devenu un vivier d'industriels très solides pour la croissance. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête pour se projeter. Mais j'ai lu dans un texte que vous aviez publié, vous évoquez l'idée de capter 10% du marché. Est-ce que c'est jouable dans les 4 ans à venir, je crois. Ne serait-ce que si on arrivait à ça, ce serait déjà pas mal. C'est jouable. Là, j'ai vu passer une étude de l'Observatoire de l'intranet et des communications digitales qui explique que en 2022, il y a 79% des entreprises qui sont chez Microsoft, il y en a 7-8% chez Google, et il y en a 14% qui n'y sont pas,
pour principalement soit des raisons de souveraineté, soit du no GAFAM, soit pour des raisons de sécurité. Bon, c'est 14%, ça fait déjà plus que les 10% que veut prendre Alain. Et c'est une part qui est en croissance. Alors, il y a clairement un monopole, et Alain l'a rappelé. Mais il y a aussi, il faut proposer des alternatives à ce monopole. Et c'est vraiment l'objectif notre objectif à tous les trois. Et je pense qu'on est mieux à être à trois à se tenir la bourre, quoi, que tout seul, parce que tout seul on végéterait un petit peu, parce qu'on aurait un marché captif. Là, il va falloir qu'on progresse. Et moi, sur l'usage des fonds qui va être fait, nous, dans le projet qu'on a proposé à la BPI, 80% des dépenses, c'est de l'UX/UI et de l'intégration. Donc en fait, on n'est pas sur de l'extension du périmètre fonctionnel, des choses à réinventer. C'est des briques qui existent, qui sont matures, qui sont solides. Et maintenant, c'est comment on en crée une expérience utilisateur qui est au niveau de ce que peut proposer, et même au-delà de ce que peuvent proposer les GAFAM. Mais alors, une question un petit peu délicate, en tout cas, c'est la réponse qui est délicate, c'est est-ce que les gens qui vous ont aidé, qui vous ont soutenu financièrement et qui suivent ce que vous faites, on parlait de lots, et donc on donne l'argent quand les lots ont été présentés, est-ce qu'ils ont une bonne connaissance à la fois technique, une connaissance du marché, pour finalement être des interlocuteurs au niveau de ces enjeux-là? C'est un peu difficile, évidemment. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être expert pour comprendre qu'on a besoin d'un mail souverain. Oui, mais je veux dire, s'ils n'ont pas une bonne connaissance à la fois de ces technologies-là et du marché, vous pouvez, en gros, pour le dire simplement, les enfumer. Non, parce qu'on doit montrer que ça marche. Oui. On doit montrer que ça marche. C'est-à-dire, parmi les lots, il y a le mail, je me permets d'insister, parce que c'est un élément stratégique aujourd'hui. Ça marche ou ça marche pas. C'est scalable. Oui, mais c'est ça, ça marche. Mais ça marche, il y a 100 utilisateurs. Il y en a 100 000, ça marche plus. Oui, est-ce que vous faites des... Bien sûr. Après, on doit montrer que le service est scalable, qu'il est capable de tenir la promesse. Puisque nous, comme Alain, on a des ambitions, pas de remplacer Microsoft, ça serait présomptueux, mais c'est d'offrir une alternative, ne serait-ce que pour donner un peu de pouvoir de négociation avec les clients de Microsoft. Et évidemment aussi pour traiter certains sujets qui sont sensibles et qui ne peuvent pas être exposés à des lois extraterritoriales. Mais il ne s'agit pas d'être expert. Et puis je voudrais aussi insister sur le fait qu'en fait, il y a eu beaucoup d'efforts faits sur la création d'un cloud au sens hébergement, un cloud souverain au sens hébergement. Sauf qu'en fait, un cloud souverain, s'il n'y a pas d'applications qui peuvent tourner dessus, ça ne sert à rien. Et donc aujourd'hui, une de nos promesses et pourquoi cet appel à projet a été mis en place, c'est justement pour rajouter la couche applicative, créer une filière finalement, qui fait que, en fait, on va pouvoir manipuler de la donnée et pas uniquement l'héberger. On va pouvoir travailler autour de la donnée dans un cadre souverain. Ok. Alors pour terminer sur cet entretien, qu'est-ce que vous répondez aux sceptiques qui auraient tendance à dire trop peu, trop tard? Pourquoi vous réussiriez là où certains prédécesseurs n'ont pas réussi? Enfin, dans les projets gouvernementaux, évidemment, comparaison n'est pas toujours raison, mais si on prend les projets Cloud Watt Synergy, il y a quand même eu 150 millions qui ont été mis avec des partenaires, des noms quand même qui faisaient référence, et ça a fait pchit. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ça? Moi, je pense qu'il y a deux éléments de réponse qui ont déjà été donnés par Alain et Lionel. Le premier, c'est qu'on est des PME. Donc nous, on doit réussir. C'est notre survie. Alors que les Cloud Watt... En gros, c'était un peu annexe ou accessoire dans leur... Alors voilà, c'est un side business. Surtout, en fait, on réussit déjà. C'est-à-dire que moi, j'ai une boîte qui est à l'équilibre, qui est en croissance. Donc finalement, on a réussi quand même à construire quelque chose de pérenne. Maintenant, c'est aller au cran plus loin. Finalement, si je reprends l'exemple que j'ai cité, là, à l'époque, ça aurait été mieux de faire la même chose avec OVH, de faire la même chose. À l'époque, c'était d'ailleurs ma position, qui n'a pas été retenue à l'époque. Pourquoi est-ce que je disais même pire? C'était non seulement un side project pour Orange, mais pire que ça, c'est que son intérêt était, de toute façon, à l'époque, déjà, il avait plus d'alignement à déployer du Azure, parce qu'il avait un intérêt financier à le faire plus important, même qu'à vendre ses trucs.
qu'il y avait même un désalignement interne. Moi, j'ai vécu les équipes internes de CloudWatt se faire rappeler, à dire, écoute, là, on a trop d'argent à gagner avec Microsoft, voilà. Nous, qu'est-ce qu'on a gagné avec Microsoft? Rien. Justement, on a tout à gagner de nos produits. Donc, effectivement, l'alignement, il est total. Donc, PME, je pense qu'il y a un deuxième point aussi, c'est que le monde a un peu changé. Le trop peu, trop tard, même c'est toujours le cas. Je veux dire, on fait toujours de toute façon trop peu, trop tard dans une vie d'homme et dans une vie quand on regarde l'histoire. Mais par contre, il faut bien à un moment donné démarrer, hein, parce que sinon on fait jamais rien. Enfin, moi, ceux qui me disent ça, j'ai envie de dire, ben oui, comme les singes, restez sur votre arbre. Bougez pas, essayez pas d'évoluer, vous avez raison, c'est trop peu, trop tard, bougez pas. Donc à un moment donné, on arrive et on bouge. Le point qui fait aussi que ça change, c'est que il y a une appétence pour la souveraineté, il y a une appétence pour la relocalisation, il y a une appétence pour sortir des grands standards écrasants. C'est-à-dire que c'est la volonté de diversité. Et ça, dans les études d'opinion, c'est très, très, très fort. Et donc, il y a encore un verrouillage, par exemple, de la part de certains endroits pour maintenir ça. Mais enfin, le monde, il est au contraire en train d'aller vers la diversité, hein, très clairement. Hein. Et une certaine forme de démondialisation pour relocaliser l'industrie, l'agroalimentaire. Donc pourquoi pas le numérique? Enfin, ça veut dire que le numérique serait hors sol par rapport à ça. Donc nous, on est dans cette trajectoire, mais encore une fois, c'est pas pour exclure Microsoft, c'est pour le remettre à sa place. C'est le remettre à sa place d'un acteur comme les autres, mais pas l'acteur qui s'occupe de tout. Je pense que le point clé, en tout cas, moi, que j'aimerais vraiment faire passer aux décideurs, c'est celui-là. La diversité. Vous aussi, vous voulez vendre votre business. Est-ce que vous imaginez que le leader, il est tout le marché, puis vous n'en ayez plus? Tout le monde dirait, bah non. Qu'il n'y ait plus qu'une seule suite de restauration. Hein. Tous les restaurateurs qui nous regardent, fini. On n'a qu'un seul restaurant. Ça va être super. Bah non, ça paraît tellement absurde, et c'est ce qu'on vit dans le monde numérique. Donc là-dessus, il y a vraiment une reprise. Et oui, c'est difficile parce que c'est industriel, donc c'est long. Et c'est là où ça se marie pas bien avec le temps court, médiatique, excité, dans lequel les gens... Le temps court de la technologie aussi, malgré tout, d'une certaine manière. Oui, enfin, le temps court, enfin, moi, si on regarde, par exemple, bon, évidemment, c'était des conditions un peu particulières, mais la visioconférence, on en parlait depuis longtemps, puis ça a explosé parce que... Oui, c'est pour ça, c'est en cross de hockey, c'est pour ça que c'est pas les temps courts. En fait, c'est les temps accélérés au moment du déploiement. D'un moment particulier. On oublie, par exemple, Nvidia, par exemple, on dit, ah, mais Nvidia, ils avaient tout compris à l'IA. Ça fait 30 ans que Nvidia fabrique des puces qui ne sont pas justement des puces qui sont faites pour du calcul normal, mais du calcul justement, alors beaucoup pour l'aspect graphique, mais que j'utilisais même déjà à l'époque, dans les années 90, pour les réseaux de neurones. Et à l'époque, ça n'avançait pas. Et tout d'un coup, là, il y a une accélération en cross de hockey. Donc, on confond toujours le temps qu'il faut pour bâtir l'industriel et le moment où il y a le time to market qui a une accélération. Et là, évidemment, le grand public ne voit que ce moment-là, mais il oublie que ça fait 30 ans qu'NVIDIA, il se bat pour essayer d'avoir une alternative aux puces telles que les ont imaginées enfin, Intel à l'époque. Donc on est dans cette trajectoire-là aussi. Donc on n'a que quelques années d'existence. Enfin, si on réfléchit en termes de temps. Et j'ajouterais aussi que les trois consortiums, ça fait 1 an et demi qu'on bosse ensemble avec nos partenaires. Parce que pour construire le dossier... Oui, chacun dans vos chacun dans nos consortiums, ça fait 1 an et demi qu'on bosse ensemble. On s'est pas rencontrés hier. Et donc, du coup, la trajectoire qu'on prend, elle a déjà commencé, c'est déjà amorcé. Au-delà de tous les arguments que vous avez avancés, là, est-ce que quand vous comparez en termes fonctionnels, au niveau qualitatif, comment vous mesurez par rapport aux standards du marché? Est-ce que finalement, vous n'avez pas à rougir? Une question subsidiaire, c'est malgré tout, il ne suffit pas de le dire, de l'expliquer, il faut qu'il y ait des tiers. Et je pense, le Gartner, par exemple, c'est une référence qui compte malgré tout dans les entreprises. Oui. Si vous êtes dans le cadre magique, c'est important. Alors évidemment, ça coûte. Mais ça coûte, c'est parce qu'ils sont anglo-saxons. Oui, mais il y a quand même des éditeurs européens qui sont dans les cadres magiques. Donc est-ce que vous avez des actions? On parlait du marketing tout à l'heure où on déversait beaucoup d'argent pour pas grand-chose, mais est-ce que malgré tout, pour vous faire connaître, pour faire la promotion de vos offres et tout, est-ce que vous avez des actions spécifiques à venir? Bien sûr. Donc pour parler juste 2 secondes de Gartner. Gartner, on va devenir client Gartner probablement en début 2024. C'est très cher, mais c'est un passage obligé parce que vous ne pouvez pas intégrer les cadrans, quelle que soit la qualité de votre solution, à moins d'être client, et ça coûte très cher. Bon, ça c'est bien. Mais moi, je suis très embêté de vous dire que ma solution, elle est superbe d'un point de vue expérience utilisateur. Vous avez raison, c'est les clients qui doivent dire ça. La manière dont on mesure, nous,
La satisfaction client, c'est par des métriques très connues, le NPS, le Net Promoter Score. Donc on a des boucles en permanence qui nous permettent de savoir si on va dans la bonne direction d'un point de vue expérience utilisateur. Mais vous avez absolument raison, par rapport au marché, c'est absolument crucial de proposer une expérience utilisateur au niveau des meilleurs, puisque sinon votre solution va être délaissée et c'est pas parce qu'elle est souveraine que ça va générer de l'usage. C'est pas l'argument souverain qui va être c'est décisif. Absolument pas ça. Non, et nous, tu vois, pour être très cash, nous, par exemple, très clairement, par exemple, là, si tu prends aujourd'hui ce qu'est Jamspot, aujourd'hui, par exemple, on prend SharePoint, par exemple, et quand on regarde notre intranet, très clairement, il est mieux fait, et d'ailleurs, les gens le préfèrent, et les gens l'achètent pour ça. Et d'ailleurs, c'est une grosse traction marché. Là, on vient de faire l'acquisition d'une boîte qui s'appelle Ftopia pour faire de la synchronisation file. Pourquoi ? Parce que ça, on ne l'avait pas en magasin, parce que ça, c'est lourd, parce que c'est de la grosse techno, et que du coup, on a été acquérir à l'extérieur. Est-ce que là-dessus on est fort ? Bah non, parce qu'on est en train d'intégrer d'ailleurs Ftopia. Et par contre, une fois qu'on l'aura intégré, on aura justement un composant puissant. Et puis sur le mail, on pourrait dire, qui est peut-être ça a été dit plusieurs fois ici, c'est notre Everest. Le mail, tant qu'on n'arrive pas à décrocher ce truc-là, qui est l'outil de communication numéro 1 encore des gens, il y aura encore un réflexe Outlook, avec l'ANER et donc du Microsoft de toute façon. Donc, encore une fois, on ne vient pas en disant tout est rose et on sait tout faire de manière magnifique. Par contre, il faut arrêter de dire, par exemple, que par exemple, les Américains font tout mieux que nous. C'est faux. Moi, sur le réseau social d'entreprise, sur l'intranet, sur l'animation de réunion, tu vois, ça fait quand même 3 points clés. Bah, je sais que je suis mieux disant d'un point de vue fonctionnel, d'un point de vue UX, et d'ailleurs, c'est là-dessus que j'ai vraiment une croissance marché. Et sur le reste, et donc des trucs quand même assez essentiels, oui, il faut effectivement progresser. Mais tu vois, c'est une autre perspective que de dire ils sont meilleurs que nous en soi. Voilà. Ça change tout en termes de... et surtout quand les gens sont des acheteurs responsables et qui ne mettent pas leurs œufs dans le même panier. D'autant plus que nous, par exemple, on est totalement compatible avec Microsoft. Moi, je ne suis pas dans une logique, je suis là pour pousser Microsoft, c'est soit moi, soit Microsoft. Nous, on a une logique aussi de dire, on pense qu'il va y avoir une migration dans le temps. Des gens qui sont acculturés à Microsoft depuis 20 ans, ils vont mettre 10 ans pour en sortir. Voilà, tout parti. Donc, on est plutôt, nous, en logique de venir remplacer des parties. Et ça, c'est notre approche, qui n'est pas une espèce de combat, c'est eux ou nous. Tu vois, ce qui change aussi la façon de penser la chose. Thomas ? Ouais, moi, de toute façon, je pense que d'un point de vue périmètre fonctionnel, les 3 consortiums, on le couvre. Mais vraiment, la question, c'est la qualité, l'intégration, créer des parcours d'usage entre les outils qui soient innovants. Par exemple, pouvoir écrire un mail sans mettre la pièce jointe et l'envoyer, et donc du coup dupliquer X fois le fichier, mais d'appeler directement dans sa Digital Workplace le lien et de l'ouvrir, et c'est plus sécurisé, c'est plus sobre. Voilà, en fait, nous, on a identifié 42 parcours d'usage innovants en croisant les produits. Et pourquoi ça peut marcher ? Parce qu'on est chacun des spécialistes de nos briques. Et maintenant, on est en mode produit sur chacune de nos briques. Et donc, en fait, on est des mini Microsoft, avec des équipes qui sont chargées d'Outlook, chargées d'Office, chargées de Teams. Et là, en travaillant ensemble et en ayant une roadmap commune, on va pouvoir atteindre ce niveau de qualité qui, voilà, clairement aujourd'hui, n'est pas le point fort et nos axes préférentiels de différenciation par rapport aux acteurs américains. Très bien. Écoutez, je crois qu'on a fait un tour assez complet. En tout cas, merci à tous les 3 pour cette présentation intéressante. Merci à toi, Guy, de nous avoir donné justement cette occasion de parler de nos projets.